Bonjour chères auditrices et auditeurs et bienvenue dans cette quatrième partie de l'émission Rwanda, Lumière de la vraie réconciliation qui vous est présentée par Moussa Aloïse, médiateur responsable du projet des VJP, guide de la réconciliation pour la paix par le droit, la vérité, la justice et le pardon. Je vous rappelle que dans la première partie de cette émission, j'avais présenté un bref résumé du livre que j'ai publié en janvier 2022 sur la fin de l'exil des Rwandais. Et dans la deuxième partie, j'ai lancé un appel pour la prise de conscience du fait qu'il est nécessaire de travailler sur le thème des droits humains et la réconciliation pour la résolution et la prévention des conflits. Dans la troisième partie, j'ai présenté un nouveau modèle de justice qui favorise la réconciliation. Ce nouveau modèle s'appelle la médiation. Dans cette quatrième partie, je vais vous parler de l'amnistie et de la grâce présidentielle. Depuis toujours, on nous fait croire que l'amnistie constitue la meilleure voie politique pour réconcilier un peuple victime des guerres et d'autres conflits violents. Les défenseurs de cette thèse politique prétendent que l'État aurait beaucoup de difficultés de juger un nombre très élevé de personnes responsables des massacres et qu'il faut alors recourir au pardon politique pour permettre à certains d'entre eux d'intégrer ou réintégrer les fonctions politiques ou militaires. Parfois, ce sont des combattants rebelles qui réclament eux-mêmes cette amnistie et imposent cette condition lors des négociations politiques pour arrêter la guerre et le massacre. La loi d'amnistie et les mesures de grâce sont donc motivées par des raisons politiques dans le but de protéger ceux qui veulent le pouvoir et, de facto, certains responsables des crimes politiques qui restent impunis, en aggravant malheureusement la souffrance des victimes. Dans ces conditions, il est évident que la réconciliation authentique ne peut pas être possible. La loi d'amnistie et la grâce accordée par le chef de l'État ne favorisent pas la réconciliation authentique. En fait, l'amnistie n'est pas le pardon. La loi d'amnistie est un acte du pouvoir législatif qui efface un fait punissable, arrête les poursuites et anéantit les condamnations pénales, mais qui n'a pas d'effet sur les condamnations civiles. Elle anéantit la punition et le fait qui en est la cause. En décrétant cette mesure politique, l'État agit comme s'il représentait les victimes en justice et avait même le droit d'accorder le pardon à leur place. L'amnistie est souvent générale, c'est-à-dire qu'elle est accordée pour toutes les infractions commises dans des circonstances bien déterminées. C'est une loi occasionnelle, prise à l'occasion de certains événements politiques en faveur d'une certaine catégorie de personnes responsables des violations graves des droits humains. L'amnistie n'est pas décrétée à la demande des parties civiles, c'est-à-dire les victimes. C'est une décision unilatérale de l'État dans l'intérêt du pouvoir politique et non dans l'intérêt de la communauté. Cette décision politique profite aux responsables des crimes amnistiés alors qu'elle fait souffrir les victimes encore davantage parce qu'elles vivent toujours dans la peur et l'insécurité avec la crainte que les mêmes bourreaux peuvent à tout moment répéter les mêmes violences. L'amnistie est donc une source d'impunité et de récidive parce qu'elle ne responsabilise pas les auteurs des infractions pour qu'ils puissent s'amender. En conséquence, face à cette situation injuste et suite au mécontentement des victimes, l'amnistie peut aussi inciter celles-ci à la vengeance. En effet, l'amnistie étouffe la vérité car les victimes et la communauté n'ont pas droit à une justice pour leur permettre de comprendre les agissements des personnes amnistiées. Par conséquent, l'amnistie est donc un faux pardon et ne peut conduire qu'à une fausse réconciliation, car le pouvoir de pardonner appartient aux seules victimes. Il ne peut y avoir de véritable réconciliation si les victimes ne connaissent pas la vérité
si elles n'obtiennent pas justice et réparation et si elles ne peuvent donc pas pardonner. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, en abrégé international IDEA, dans un document intitulé « La réconciliation après un conflit violent », publié en 2004, affirme ceci, je cite, « La réconciliation est gravement mise en cause si le cercle vicieux de l'impunité n'est pas brisé. L'immunité est une variante de l'impunité. Elle est basée sur la pratique internationale assurant une protection aux chefs d'État contre les poursuites. Dans certains cas, l'instauration de la paix est en fait facilitée lorsque les chefs de mouvements rebelles obtiennent, par le biais de la législation nationale, une impunité provisionnelle et limitée. Les sources les plus courantes d'impunité sont les lois d'amnistie. L'amnistie peut prendre différentes formes, mais elle est toujours une option à risque. Elle peut aliéner les sentiments d'un grand nombre de gens, accroître les soupçons et participer à la désillusion du public vis-à-vis du processus de réconciliation en entier. C'est un instrument controversé dans le contexte des sociétés d'après-guerre, gênant habituellement le processus de réconciliation. Les amnisties unilatérales, générales, doivent être évitées. Fin de citation. À côté de l'impunité résultant de l'amnistie légale, certaines situations d'impunité peuvent prendre la forme d'une amnistie de fait. Cette situation se manifeste lorsque, sans le décider explicitement par une loi ou par une résolution internationale, l'État ou la communauté internationale refuse ou s'oppose à ce que les poursuites présumées responsables de certaines infractions politiques soient poursuivies par la justice nationale ou internationale. À titre d'exemple, au sujet du Rwanda, nous savons bien que les crimes qui ont été commis par le Front patriotique rwandais à partir du 1er octobre 1990, lors du lancement de la guerre contre le Rwanda, ces crimes n'ont jamais été poursuivis ni par la justice internationale, ni par la justice universelle, ni par la justice nationale rwandaise. Parlons maintenant de la grâce présidentielle. En fait, la grâce n'est pas le pardon. La grâce diffère de l'amnistie par le fait qu'elle est accordée par le chef de l'État et non par le pouvoir législatif, et seulement après une décision judiciaire de condamnation. Elle a pour effet de supprimer l'exécution de toute la peine ou une partie de la peine, mais en laissant subsister les effets de la condamnation pénale, et notamment l'exécution des réparations civiles en faveur des victimes. Elle est occasionnelle et a un caractère intuitif personnel, c'est-à-dire qu'elle est personnelle, parce qu'elle profite à la seule personne en faveur de qui elle doit être appliquée. Mais elle a les mêmes inconvénients que l'amnistie. Elle ne responsabilise pas le condamné, donc elle ne permet pas à celui-ci de faire un examen de conscience pour s'amender, et elle favorise aussi parfois la récidive. Elle ne peut donc pas être assimilée au pardon, car le chef de l'État, même avec son autorité suprême, n'a pas le droit de pardonner au nom et pour le compte des victimes. Pour toutes ces raisons, la grâce est donc aussi un faux pardon. Pour comprendre les effets dangereux de l'amnistie et de la grâce, il faut reconnaître que la première victime d'un crime politique n'est autre que la personne qui a été lésée par une infraction et non pas l'État. Cependant, même si un vrai pardon doit venir du cœur de la victime et non d'une quelconque décision politique, une invitation légale au pardon recommandée par le pouvoir politique
peut favoriser une bonne éducation à la réconciliation. C'est pourquoi, dans ce projet, je plaide pour une loi du pardon. Je plaide pour que, au Rwanda, notamment, on puisse avoir une loi du pardon à la place de l'amnistie et de la grâce. Contrairement donc à l'amnistie et à la grâce, le vrai pardon est demandé par l'auteur de l'infraction et il est accordé par la victime. Suite à des recherches menées dans le cadre de ce projet, je trouve qu'une loi du pardon peut remplacer l'amnistie. Cette loi serait plutôt une loi ordinaire et générale, applicable à toutes les infractions et à tout moment, en vue d'éclairer le peuple sur le sens du pardon et ses avantages. C'est-à-dire un guide qui déterminerait les conditions et les effets du pardon pour favoriser la réconciliation authentique. Cette loi aurait donc un effet bénéfique de recommander aux parties en conflit de recourir au pardon pour arriver à la paix sociale, pour leur bien et celui de leur peuple. Elle serait une invitation légale à la réconciliation authentique, mais sans aucune contrainte. Dans un cas d'espèce de résolution d'un conflit, les parties pourraient s'en inspirer afin de comprendre les notions du pardon et de réconciliation. La loi du pardon aurait donc un rôle éducatif, réconciliateur et pacificateur. Car il faut reconnaître que la réconciliation ne peut pas être réalisée par les seules instances judiciaires, même si elles y contribuent en administrant les peines aux auteurs d'infractions et en octroyant des réparations civiles aux victimes. Pour être fiable et stable, la politique de la réconciliation ne doit pas seulement être décrétée par des discours politiques qui sont parfois contradictoires, mais elle devrait aussi avoir un guide légal. Sans être une décision de pardonner édictée par une autorité politique, la loi générale du pardon n'aurait à elle seule aucun effet sur d'autres lois ou jugements. À l'instar des textes internationaux relatifs aux droits fondamentaux des êtres humains qui n'ont aucune force obligatoire, la loi du pardon serait, au niveau national, comme une déclaration non contraignante des droits à la réconciliation. Le pardon effectif demandé par l'auteur de l'infraction ou accordé par la victime n'effacerait pas le fait punissable, n'arrêterait pas les poursuites et n'anéantirait pas les condamnations éventuelles déjà purgées. Mais dans un tel système, ce pardon pourrait notamment suspendre l'exécution de la condamnation, ce qu'on appelle le sursis d'exécution, ou entraîner la diminution de la peine. Le pardon mutuel, une décision des parties concernées par les conflits, pourrait être matérialisé par un écrit signé, mais qui n'est pas obligatoire, un écrit signé par des parties, par exemple à l'issue de la médiation, et comportant leurs engagements volontaires, notamment au sujet des réparations et du pardon échangé, c'est-à-dire un accord de réconciliation. Parlons maintenant de ce que j'appelle des comités de médiation, vérité, justice et réparation et réconciliation, des comités qui seraient indépendants. Pour résoudre certains conflits politiques, de nombreux pays ont créé des commissions vérité et réconciliation, comme en Afrique du Sud, en recourant à l'amnistie. Ces commissions sont donc politiques. Mais alors, si on veut éviter l'amnistie, compte tenu de ses inconvénients et de ses conséquences négatives citées plus haut, quelle instance serait-elle capable d'ouvrir un dialogue entre les victimes et les agresseurs? Pour avoir une justice totale et pour tous, partout et toujours, en faveur de la communauté, je trouve que la meilleure solution serait de créer des comités de médiation indépendants au niveau national et régional,
dont la mission serait de rechercher la vérité, négocier les accords de réparation pour les victimes et tenter de réconcilier les parties. Ces comités seraient composés par des médiateurs, membres de l'organisation de la société civile et des cultes, indépendants et non pas des politiciens. Les parties auraient le choix de recourir à ce processus de médiation ou de saisir directement le ministère public. En cas d'échec de la médiation, le dossier serait renvoyé au parquet pour instruction. En cas de réussite de la médiation, le comité de médiation transmettrait alors le dossier au tribunal pour qu'il fixe la peine en tenant compte de l'accord de médiation intervenu. Les avantages du processus de médiation sont nombreux. Il y a la rapidité du processus, la découverte de la vérité, l'accord sur les réparations, la possibilité de s'ouvrir au pardon et à la réconciliation, etc. Pour terminer, je peux donner des exemples d'amnistie et de grâce présidentielle qui ont été décidées au Rwanda dans les années passées. La première loi d'amnistie, c'est la loi du 20 mai 1963 portant amnistie générale et des infractions politiques commises entre le 1er octobre 1959 et le 1er juillet 1962 à l'occasion de la révolution sociale et qui, en raison de leur nature, de leur mobile, des circonstances ou des motifs qui les ont inspirés, rentraient dans le cadre de la participation à la lutte de libération nationale et revêtaient ainsi un caractère politique, même si elles constituaient des infractions de droit commun. Étaient écartées du bénéfice de l'amnistie accordée par l'article 1er de cette loi les infractions commises durant cette période et par des personnes qui ont lutté contre la libération des masses opprimées par la domination féodo-colonialiste. Ça, c'est l'article 2 qui stipulait cela. Le caractère politique des infractions susceptibles d'amnistie était déterminé par une commission composée des magistrats et de deux assesseurs désignés par le ministre de la Justice. Ça, c'est l'article 7. La commission portait le nom de commission d'amnistie politique, d'après l'article 8, et ces décisions étaient sans recours, comme le stipulait l'article 11. Mon commentaire au sujet de cette loi d'amnistie du 20 mai 1963 est que l'impunité légalisée par cette amnistie a été une des raisons pour laquelle les réfugiés ont choisi la voie de la guerre par des attaques armées, des actes qu'on peut qualifier de vengeance politique. Quelques années plus tard, et parce qu'ils n'avaient pas été punis, certaines personnes amnistiées se sont rendues responsables des crimes de génocide contre les Tutsis en 1994 et contre les Hutus qui protégeaient les Tutsis. Voyons maintenant un exemple d'une mesure de grâce. Un arrêté présidentiel du 13 mars 1992 a décrété des mesures de grâce pour toutes les infractions en faveur des personnes condamnées définitivement en commuant la peine de mort en peine d'emprisonnement à perpétuité et en commuant la perpétuité à une peine d'emprisonnement de 20 ans. En outre, la remise de la moitié des peines d'emprisonnement a été accordée aux personnes condamnées à des peines d'emprisonnement de plus de 10 ans et la remise totale des peines a été accordée aux personnes condamnées définitivement à des peines inférieures ou égales à 10 ans ou âgées de 55 ans et à des femmes dont l'incapacité physique était égale ou supérieure à 50%, ainsi qu'à tous les mineurs âgés de moins de 18 ans. Tout ce que je viens de vous expliquer dans cette émission, je l'ai tiré dans mon article que j'ai publié en 2016. Voilà en résumé donc ce que je voulais vous expliquer par rapport à l'amnistie et à la grâce. Je vous remercie pour votre aimable attention. Que la paix soit avec vous.